Bonjour à tous. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ici à l'UNESCO à l'occasion de ce campus UNESCO, l'eau, notre ressource, notre responsabilité, à l'occasion du 20e anniversaire des Universités de la Terre. Les Universités de la Terre est un espace qui est dédié à la réflexion, au partage, au débat, et je vous remercie d'être ici parmi vous. Vous allez pouvoir participer à un très joli campus UNESCO autour des problèmes de l'hydrologie avec les meilleurs experts qui vont pouvoir échanger avec vous. Alors comme nous avons pris énormément de retard pour la mise en place et que je souhaite qu'on prenne vraiment beaucoup de temps pour que vous puissiez dialoguer avec les experts que nous avons réunis aujourd'hui, je vais vous proposer tout de suite de regarder une vidéo qui va vous présenter l'Université de la Terre. L'Université de la Terre avec laquelle aujourd'hui nous nous retrouvons ici au campus UNESCO pour parler de l'eau. L'eau qui est un droit fondamental et je crois que les experts qui nous avons réunis aujourd'hui vont vous le rappeler à maintes reprises, même si elle est très convoitée, cela reste un droit fondamental. Et le changement climatique nous oblige en tout cas de la protéger parce que c'est une ressource vitale pour l'équilibre de la Terre. Alors tout de suite nous allons recevoir les experts qui sont avec nous. Je vous demande d'accueillir Elisabeth Thieblemont. Je vous en prie Elisabeth. Elisabeth, vous êtes conseillère en stratégie et prospective auprès de la Direction générale de l'eau de Paris. Heidi Sévestre, elle est glaciologue et Daphné Buron, docteur en climatologie et glaciologue. Elles nous suivront toutes les deux en ligne et elles sont là avec nous. Bonjour. Alors, je voulais savoir, faites-moi signe, est-ce que vous êtes Heidi ou vous êtes Daphné? Vous êtes Heidi, voilà, très bien. Heidi, et maintenant, Daphné, est-ce qu'on peut passer à Daphné? Daphné. Voilà, Daphné, Présente. elles sont toutes les deux là et vous allez pouvoir donc dialoguer avec ces deux spécialistes de l'hydrologie. Et je vous demande d'accueillir Abou Amani. Abou, je vous en prie, installez-vous ici, Abou, parce que nous allons commencer avec vous. Je vais vous donner le micro. Alors, Abou, vous êtes ici à la maison, hein, vous êtes ici chez vous, puisque vous êtes directeur de la division des sciences de l'eau de l'UNESCO et secrétaire du programme hydrologique intergouvernemental. Et depuis 2006, vous avez occupé plusieurs postes à Paris et en Afrique. Vous avez notamment passé 8 ans au Niger. Et je vais tout de suite dire aux jeunes gens qui sont là en face de nous, on va vous donner un micro tout à l'heure hein, pour pouvoir dialoguer avec nos experts, mais surtout n'appuyez pas sur les petits micros qui sont devant vous, ça ne sert à rien, si ce n'est peut-être à mettre le foutoir dans la technique. Donc on vous donnera un micro et surtout commencez à préparer les questions que vous allez poser à nos experts. Abou, si on parle du travail de l'UNESCO en matière d'eau et d'hydrologie, ça consiste en quoi? Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre métier? Quand vous êtes dans votre bureau, qu'est-ce que vous faites, Abou? Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Et merci de cette opportunité pour réellement échanger sur un problème qui est un problème critique pour le monde, l'eau. Bien sûr,
nous faisons beaucoup de choses en matière de l'eau, mais je vais essayer de les ramasser en un certain nombre de points. D'abord, j'aimerais, en quelques mots, vous indiquer les défis liés à l'eau. En quelques mots. Pas assez. Donc ça, c'est généralement tout ce qu'on voit à la télé, la sécheresse, les sécheresses partout. Mais même naturellement, certains États sont plus pourvus que d'autres. On le voit dans les zones arides, les zones humides. Donc ça, c'est le premier élément qu'il faut garder en vue. Pas assez. Trop d'eau. C'est ce qu'on voit aussi à la télé, les inondations. Ces dernières années, en France, on a eu pas mal d'inondations dans beaucoup de régions. Et ces inondations-là sont des inondations, malheureusement, qui sont liées à la nature et aussi à l'action de l'homme. Troisième élément, polluer. L'eau est malheureusement polluée aussi. Et là, on estime qu'à 80% de l'eau qui est utilisée est jetée dans la nature sans être traitée. D'où les conséquences que ça peut avoir. Quatrième élément que vous pouvez garder, c'est variable. La ressource est variable. C'est-à-dire que parfois, là où on a besoin d'elle, on ne l'a pas là. Donc, elle est quelque part, il faut mettre des infrastructures pour l'amener là où on a besoin. Et enfin, et ça c'est je pense le point sur lequel j'aimerais insister, peut-être la deuxième question va me permettre d'insister là-dessus, la ressource est partagée. D'abord, elle est partagée naturellement entre les États, parce que 60% des ressources dans le monde sont partagées entre les États. On a 153 États qui sont obligés de coopérer avec leurs voisins parce qu'ils partagent un même ensemble hydrologique. 153 pays, c'est ça, États sur à peu près 192 194 pour les États membres de l'UNESCO. Voilà. Ouais. Donc, ça vous montre, ça c'est de façon naturelle, hein, parce que ça aussi c'est un point important. On parle ici de la nature. La nature, elle est ce qu'elle est, il faut qu'on la respecte. Les États ont des entités administratives, mais l'eau n'a pas de frontières administratives. L'eau n'a pas de visa pour passer d'un pays à un autre. Deuxième élément lié à la partage, ça c'est le plus important aussi, c'est que l'eau est partagée entre les usages. On utilise l'eau pour la consommation, on utilise l'eau pour l'agriculture, on utilise l'eau pour l'industrie. Et tout ça fait en sorte qu'on met de la pression sur l'eau, et d'où la nécessité de la coopération. Maintenant, rapidement, qu'est-ce que nous on fait à l'UNESCO? Ce qu'on fait à l'UNESCO, c'est que on essaie d'accompagner les États pour qu'ils puissent adresser ces défis. En quoi faisant? Trois choses aussi, je vais résumer ça rapidement en trois choses. Connaître, comprendre pour agir. Parce que le système est tellement complexe qu'il faut bien comprendre et connaître pour aider les décideurs à agir. Donc nous, notre programme, on a deux programmes hydrologiques de l'eau. On a le programme hydrologique, le programme mondial d'évaluation. C'est de produire la connaissance qui permet aux États membres de prendre des décisions appropriées. Donc ça, c'est le premier axe. Connaître, comprendre pour agir. Le deuxième axe, c'est éduquer, sensibiliser pour changer les mentalités et notre rapport par rapport à l'eau. Et ça, c'est très important. Et je suis vraiment content de voir la jeunesse ici parce que l'eau est l'affaire de tous. Et on doit commencer à changer les mentalités dès le plus bas âge. Notre rapport à l'eau doit changer. C'est vrai que dans certains pays, les gens ont l'impression qu'ils ont l'eau. L'homme, comme l'eau c'est gratuit, on a l'impression que l'eau est là à l'infini. Non, l'eau c'est une ressource précieuse. Donc il faut apprendre à la préserver, la conserver. Le troisième axe, c'est l'axe de coopération.
Et ça, c'est très très important. Comme vous savez, l'UNESCO a été créé après la Deuxième Guerre mondiale pour asseoir la paix dans la tête des hommes et des femmes. Et nous, on est en train de... On pousse à ce que l'eau soit un catalyste de coopération et non de conflit. Donc, cette question de coopération, on accompagne les États qui partagent le même système pour qu'ils coopèrent, pour mieux gérer la ressource. Donc je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, je peux m'arrêter là. C'est pour vous donner une... Non, vous allez continuer, mais en dialogue avec les jeunes qui sont là, en face de vous. Puisque c'est ça le principe des campus UNESCO, que vous puissiez discuter directement, de manière horizontale avec nos spécialistes. Alors, on va vous donner le micro. J'ai demandé à Selwa et Zénab de se lever, de prendre le micro. Qui a une question? On va faire comme à l'école, c'est-à-dire que vous levez la main et je vais désigner la personne qui va poser la question. Qui va poser la première question? Je sais, c'est toujours le premier, c'est toujours difficile pour le premier, n'est-ce pas, de se lancer. Allez, une première question. Là, on va donner le micro. Non mais c'est bon, c'est moi qui vais y aller cette fois-ci. Ce sera beaucoup plus simple parce que je suis juste à côté. Je vous demande de donner votre prénom, votre établissement et de poser la question. Allez, vas-y, je tiens le micro. Je m'appelle Emma et je viens de Franklin. Et vous aviez parlé du fait que vous accompagnez les États pour éviter les conflits et mieux gérer l'eau. Donc, quelles sont les actions que vous entreprenez pour favoriser la coopération entre les États? Alors là, vous, on rentre dans le vif. Quelles sont les actions? Donc, il faudra avoir des exemples concrets. Donc, les actions qu'on entreprend pour aider les États à mieux coopérer, la première action, c'est d'abord pour eux de comprendre qu'ils partagent des systèmes hydrographiques ensemble. Croyez-le ou non, il arrive que certains États ne savent même pas qu'ils partagent certains systèmes avec leurs voisins, surtout en ce qui concerne les eaux souterraines, parce qu'elles sont, on ne le voit pas, c'est pas comme les cours d'eau qui traversent. On a beaucoup d'eaux souterraines, donc à l'UNESCO, nous, on a fait un très très grand travail où on s'est rendu compte que, compte tenu du fait que beaucoup de États ne connaissent même pas les eaux souterraines, on a lancé tout un programme de ce qu'on appelle de cartographie des eaux souterraines partagées dans le monde. Et on a eu à cartographier 468 aquifères sont partagés par des États, 1 ou 2 États. Mais ça, c'est encore un chiffre qui risque d'augmenter parce que, comme vous le savez, les eaux souterraines sont très complexes. Parce qu'il faut avoir des instruments de mesure, il faut avoir une bonne carte géologique, etc., pour faire la délimitation. Pour le moment, on a mis en place donc des équipes dans les différentes régions du monde et qui nous font remonter ces données-là et qui nous ont permis à pouvoir identifier ces nombres-là. Maintenant, une fois que les nombres sont connus, on a aussi des outils qui leur permettent de pouvoir mettre en place les moyens de suivi de ces aquifères-là. Mais surtout, le plus important, c'est que les États doivent se mettre en coopération. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils signent des conventions. Des conventions, des accords. Des accords pour leur permettre de pouvoir mieux gérer les ressources. L'autre point aussi, c'est de pouvoir renforcer les capacités. Comme vous le savez, par exemple, au niveau de l'ODD, l'objectif de développement durable 6 sur l'eau, on a un indicateur sur la coopération transfrontalière. Et c'est l'UNESCO et l'UNICI, donc c'est l'Agence des Nations Unies pour l'Europe, la Commission pour l'Europe. On coordonne cet indicateur-là pour aider les États à mieux connaître les ressources à nous partager, à mieux collaborer, etc., etc. Donc vous accompagnez les États et c'est très bien dit, c'est très clair, vous les accompagnez donc pour qu'ils aient une meilleure compréhension de toute la cartographie hydrologique de leur pays et même de leurs voisins, c'est très important. Une autre question, on va de l'autre côté, ici, on va donner le micro. Non, on n'appuie pas sur le petit bouton, on va vous donner un micro. Au jeune homme, voilà, très bien.
Gabriel, Institut Notre-Dame. Sachant que l'eau vous avez décrit l'eau comme un catalyseur de conflit, et sachant que l'eau permet d'accélérer et de favoriser le développement économique d'un pays, si on a par exemple une eau qui est partagée entre un pays développé et un pays sous-développé, ou tout du moins un autre en cours de développement, est-ce qu'il n'est pas préférable du coup selon vous de favoriser le pays qui est sous-développé en partageant peut-être inégalement l'eau, quitte à pouvoir réduire les inégalités? Ça, c'est une bonne question. C'est une question très, très délicate, en ce sens que là, on rentre dans la question de ce qu'on appelle la diplomatie de l'eau. Parce que tout dépendra de la façon dont ces deux États ou ces trois États coopèrent. Et bien sûr, je pense que des choses comme ça peuvent se faire, mais ça dépend vraiment de la situation des États. Le plus important, c'est que si vous avez des États qui partagent un même système, si réellement ils ont l'ambition de gérer cet ensemble-là de façon durable et paisible, il faut qu'ils s'asseyent sur la même table pour voir ensemble comment collectivement ils peuvent gérer cette ressource-là à travers des projets, des programmes conjoints. Par exemple, on a un très bon exemple en Afrique, c'est le bassin du fleuve Sénégal. Je ne sais pas si vous avez entendu de ce bassin du fleuve Sénégal, où les pays qui partagent ce bassin ont érigé des infrastructures dans des pays, mais ces infrastructures-là ont des dimensions internationales. Donc, vous donnez un peu votre souveraineté pour que ensemble vous puissiez travailler et gérer bien la ressource. Donc, pour répondre à votre question, tout dépendra de la qualité de la coopération diplomatique entre les pays qui partagent ces bassins-là. Mais nous, on encourage que vraiment les pays vraiment prennent conscience du fait que c'est de leur avantage de coopérer pour gérer bien leurs ressources, afin d'éviter les conflits. En tout cas, avec vos professeurs, vous pourrez travailler le sujet, notamment voir du côté de l'Égypte et de l'Éthiopie, de voir du côté de la Turquie aussi, qui a des problèmes diplomatiques et politiques qui sont assez saillants, et vous pourrez les travailler avec vos professeurs. Une autre question? Une autre question? Qui a une autre question? Là, ici. Allons-y. Ou c'est moi qui vais me déplacer? Non, c'est bon? Allons-y alors. À la jeune fille. Eva de l'Institut Notre-Dame. Au début, quand vous avez décrit avec quelques mots l'eau, vous avez beaucoup dit d'extrêmes en fait. Est-ce que lorsque vous aidez les pays, c'est en fonction de ces extrêmes-là que vous gérez les priorités, ou vous avez une autre manière de donner votre aide? Ok, pour les extrêmes, les risques liés à l'eau, les inondations et les sécheresses. Nous, notre travail ici, c'est de pouvoir aider les États à mettre en place ce qu'on appelle des systèmes d'alerte pour qu'ils puissent anticiper les risques liés aux inondations. Donc, mais avant le système d'alerte aussi, on aide les États à cartographier leur niveau de risque. Parce que pourquoi les gens sont inondés? Les gens sont inondés pour deux raisons. La première raison, c'est parce que la zone où ils sont a un risque d'inondation. La deuxième raison, c'est parce que l'événement qui s'est passé a dépassé le niveau de risque de là où ils sont. Si c'était un événement qui était moins risqué, ils n'allaient pas être inondés. Donc ce sont les deux choses qu'on superpose pour identifier le risque que les gens encourent par rapport à une catastrophe liée à l'eau. Donc ça c'est des cartographies que les États peuvent utiliser pour partager ou bien conseiller l'utilisation des terres. Mais l'autre élément additif, c'est de dire, OK,
On sait que la catastrophe va venir. On va avoir des inondations. C'est naturel, un excès d'eau. On ne peut pas l'arrêter. Mais on peut anticiper. Donc ça veut dire qu'on va faire des prévisions qui vont dire, ah écoutez, peut-être dans une semaine, vous risquez d'avoir tel débit, donc prenez vos dispositions. Soit vous évacuez parce qu'on connaît le risque, on connaît le niveau. Si vous savez que ce n'est pas un grand risque pour vous, vous restez, vous ne bougez pas. Mais si c'est un très grand risque, on vous évacue. Donc c'est ce genre d'outils qu'on met à la disposition des États. Une dernière question à Abou. Avant d'aller retrouver nos... On a une question là-bas de l'autre côté, on va lui tendre le micro. Merci. Et ensuite, nous irons retrouver Heidi Sévestre et Daphné Buron en ligne. C'était pour savoir, est-ce que la communication se fait toujours bien ou quand c'est pas le cas, comment vous faites pour faire en sorte que la communication entre les différents pays, les différents environnements se passe au mieux? Est-ce que vous avez des solutions? La communication entre pays, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Les échanges entre pays, quand on parle de communication, c'est-à-dire les échanges, le dialogue entre pays, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà, donc le dialogue entre pays, notamment entre certains pays qui peuvent être en conflit. Non, le dialogue entre pays, c'est très important pour nous. Et surtout que tout ce qu'on fait, comme vous le savez ici, on fait ça pour promouvoir la coopération scientifique. On a notre programme, et d'abord un programme scientifique. Ça, c'est très, très important de le garder. Mais on produit de la connaissance-action. Donc, ce qu'on produit doit permettre aux États de prendre des décisions. Donc, on arrive toujours à faire en sorte que les experts des États parlent entre eux. Ça, c'est notre force. Parce qu'on a créé tout un réseau. Les experts entre les États travaillent ensemble. C'est eux qui sont responsables de produire la connaissance. Et après, on les partage à tous les États qui partagent le même bassin. Donc, pour nous, ça fait partie de notre travail de faire cette promotion de dialogue entre les États dans le processus même de la production de nos connaissances et de nos outils qu'on met à leur disposition. Je vous demande d'applaudir très fort Abou Amani. Alors l'UNESCO met des ressources à la disposition des établissements. Surtout, n'hésitez pas, vous les professeurs, en rentrant en relation avec Abou Amani. Ce sera un grand plaisir en tout cas d'aller beaucoup plus loin et de vous parler de la problématique de l'hydrologie à travers le monde et du travail formidable que fait l'UNESCO. Vous restez avec nous? Vous restez avec nous tranquillement, vous allez écouter les autres experts. Merci Abou de rester avec nous. Nous allons maintenant recevoir Heidi Sévestre et Daphné Buron. Heidi Sévestre, nous allons commencer avec vous. Vous êtes lauréate de la médaille Shackleton pour votre travail de protection des régions polaires. Vous vous rendez très très souvent sur le terrain pour vos travaux. En 2025, vos recherches se concentrent sur les calottes glaciaires et les glaciers tropicaux de l'Ouganda. Oui, les glaciers tropicaux de l'Ouganda. Peut-être que vous nous en parlerez. Je vais vous poser une question que je poserai d'ailleurs tout à l'heure à Daphné Buron. Les glaciers sont composés essentiellement d'eau à l'état solide, mais comment évolue cette eau au fil du temps? Heidi. Merci, bonjour tout le monde. Merci infiniment pour cette invitation à participer aujourd'hui. Je suis très heureuse de retrouver Abou, avec qui j'ai la chance d'échanger beaucoup hier, et aussi Daphné. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de faire des interventions ensemble. Et ce qui est assez génial, c'est que ce matin, nous sommes toutes les deux au cœur de l'Arctique. Juste avant de répondre à cette très bonne question, je voulais vous montrer ce que je vois par la fenêtre, parce que ici, je suis au Svalbard, dans la ville la plus au nord de la planète. Et donc, je voulais vous faire un petit coucou de l'Arctique. Il fait moins 36 ressentis ce matin, donc je suis quand même beaucoup mieux avec vous à évoquer les sujets de l'eau et des glaciers. Alors, pour répondre à cette question très importante, déjà, c'est quoi un glacier? Comment ça se forme? Un glacier, c'est tout simplement une accumulation de neige qui s'est produite, suivant là où on est dans le monde, sur plusieurs années, sur plusieurs décennies. Couche de neige après couche de neige, et ces manteaux neigeux se compactent, se densifient, et la neige se transforme en glace. Donc c'est pour ça qu'un glacier, c'est quand même génial. C'est une réserve en eau sous forme solide absolument monumentale. On a à peu près 270 000 glaciers sur Terre aujourd'hui.
Et pour vous donner une idée de leur taille, si on mettait tous ces glaciers ensemble, ça représenterait une surface grande comme 2 fois l'Allemagne. Donc c'est quand même assez gigantesque. Et donc comment elle évolue cette eau? Déjà elle évolue de façon saisonnière. Pendant l'hiver, un glacier va recevoir de la neige, c'est là où il va manger en quelque sorte, où il va se mettre à grossir. Cette neige petit à petit elle va se transformer en glace. Et pendant l'été, tout naturellement, lorsque les températures augmentent, une partie de cette neige et une partie de cette glace va fondre. Et là, soudainement, on a de l'eau douce qui va être en mouvement sous forme liquide. Cette eau douce, elle va passer d'abord dans les rivières, elle va passer dans les écosystèmes, elle va passer dans les fleuves et parfois, au bout du compte, elle va nous permettre de remplir des nappes phréatiques et de parfois aussi aller jusque dans les mers et dans les océans. Et c'est là où nous, les humains, on va commencer à utiliser cette eau pour plein d'usages différents. Il faut savoir que même dans notre beau pays en France, on utilise l'eau des glaciers pour produire de l'énergie, pour l'agriculture. On l'utilise aussi pour l'industrie. On l'utilise à moindre mesure pour refroidir des centrales nucléaires pendant l'été. Donc cette eau, elle est très très précieuse et je suis tellement heureuse qu'on puisse évoquer ce sujet ensemble ce matin. Merci Heidi. Daphné Buron, vous êtes spécialiste des carottes de glace pour l'étude du climat. Vous aussi, vous vous rendez très souvent dans les zones polaires pour les étudier et nous sensibiliser aux enjeux climatiques. Peut-être que vous êtes d'ailleurs proche en ce moment du cercle polaire. Finalement, je ne vais pas vous poser la même question, mais vous poser une autre question. Daphné, pourquoi les glaciers sont-ils essentiels pour notre planète? On en parle très souvent dans l'actualité, mais pourquoi sont-ils essentiels? Merci. Déjà, je vous remercie également. Comme Heidi, je suis vraiment très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous tous, honorée. Alors moi, je me trouve du côté du Groenland et je ne vous montrerai pas par la fenêtre puisque il fait encore un peu nuit ce matin, du côté de Narsak. Alors, c'est une très bonne question qui est aussi une question à réponse multiple puisque les glaciers ont de multiples interactions justement avec nos environnements et avec le climat. Donc, ils sont utiles pour beaucoup de choses. Alors, la première, ça va être, elle ne sont pas forcément dans l'ordre, mais d'abord, ça va être des régulateurs du climat au sens large, dans le sens où les glaciers, comme la banquise, sont blancs. Et vous savez que les surfaces claires permettent de refléter les rayons du soleil. C'est ce qu'on appelle l'effet d'albédo, qui ont tendance à refroidir l'atmosphère au lieu de la réchauffer si on remplace les glaciers par des rochers ou par de l'océan quand la glace fond. Donc c'est avant tout des grands régulateurs du climat, que ce soit à échelle régionale parce qu'ils vont créer aussi un microclimat autour d'eux qui refroidit la zone dans laquelle ils se trouvent, donc qui permettent à tous des écosystèmes adaptés d'exister, mais surtout le climat global, donc par cet effet d'albédo qui est une rétroaction positive. Plus il y a de glaciers, plus l'albédo est fort, plus il reflète les rayons du soleil, donc plus on refroidit la Terre. L'inverse étant vrai, nous on a tendance à plutôt vivre l'inverse aujourd'hui. Plus on va fondre de glace et plus ça va réchauffer. Et ensuite, ils vont être importants, comme on en a discuté avant, déjà comme ressources d'eau, en tout cas au niveau pour nous les humains, ressources d'eau potable, sources d'hydrographie, sources de rivières souterraines, qui vont pouvoir, comme l'a bien dit Heidi, servir pour l'agriculture, pour les centrales électriques, etc. Ça va aussi être des archives climatiques précieuses. Donc là, on sait, aujourd'hui, vous avez entendu parler des sciences des carottes de glace. Comme ces glaciers, ils se forment en milliers et centaines de milliers d'années. Si on va en Antarctique ou en Arctique, les calottes glaciaires qu'on va trouver, la glace la plus profonde va parfois avoir daté de plusieurs centaines de milliers d'années. On sait qu'on peut étudier cette glace et qu'elle va nous permettre de reconstruire les climats du passé. Donc ce sont des archives paléoclimatiques extrêmement précieuses qui nous ont permis de comprendre déjà énormément de choses sur le fonctionnement du climat terrestre, et c'est des archives qu'on n'a pas envie de voir disparaître. Et puis elles sont des sentinelles aussi sensibles du climat, puisque le glacier, on l'a dit, c'est de l'eau liquide, c'est de l'eau solide, pardon, mais à 0 degré, l'eau solide, elle redevient liquide, et donc l'évolution des glaciers est une image de l'évolution de la température globale aujourd'hui. Merci Daphné. Quelques éléments de multiples interactions. Oui. Merci Daphné, merci Heidi. Maintenant, nous allons vous proposer de répondre aux questions des jeunes et de leurs professeurs qui sont ici. Ils sont près de 300 réunis dans cet amphithéâtre. Qui a une question à poser à Heidi et à Daphné? On va donner le micro au jeune homme, mais je vais me déplacer. Ce sera beaucoup plus rapide. Ah, c'est bon, le micro est là. Jeune homme, je vous en prie, et tour à tour, Heidi et Daphné, vous répondrez à la question. Merci.
Donc Charles pour l'Institut Notre-Dame. Vous avez évoqué que les glaciers étaient essentiels pour l'équilibre environnemental et qu'ils étaient aussi essentiels pour les archives du passé. Donc comment est-ce qu'on pourrait réussir à exploiter l'eau potable que nous permettent d'avoir les glaciers sans justement déséquilibrer et conserver l'aspect essentiel qu'ils ont? Excellente question. Daphné, comment on pourrait donc utiliser les glaciers, notamment l'eau potable, sans toucher à l'équilibre qu'ils représentent aujourd'hui? Alors, je ne pense pas que c'est l'utilisation de l'eau potable, donc de l'eau qui sort des glaciers, qui vraiment les déstabilise aujourd'hui, puisque c'est, on a dit, leur cycle un peu naturel et saisonnier de fondre. Il y a toujours des torrents glaciaires. Et normalement, quand le glacier se porte bien, il y a une rivière naturelle qui coule, qui va s'écouler. On peut utiliser cette eau qui sort. Ce qui déstabilise aujourd'hui les glaciers, c'est le réchauffement climatique, c'est le réchauffement de l'atmosphère qui va faire que justement, ils se réduisent et donc ils réduisent l'eau potable disponible en sortie. Donc, la manière de garder cet équilibre, eh bien, c'est de limiter le réchauffement et donc limiter l'effet de serre, diminuer notre production de gaz à effet de serre. Et donc de changer nos habitudes de consommation. Heidi, quelque chose à rajouter? Ouais, non mais Charles, super question, hein. C'est vraiment une question très très importante. Je pense un chiffre qui m'a moi beaucoup marqué, c'est que 1 kg de CO2 fait fondre environ 16 kg de glace, de glaciers de montagne. Aujourd'hui, voilà, on sait comment les sauver ces glaciers, hein. Il faut absolument avoir une certaine sobriété énergétique, utiliser moins d'énergie fossile. C'est bon pour les glaciers et c'est bon pour nous aussi. Donc on a plein de bonnes raisons de le faire aujourd'hui. Une autre question pour Daphné et Heidi. À la jeune fille, on va lui donner le micro. Bonjour, Justine du lycée Boulle. Donc, en quoi la fin de certains courants glacials pourrait dérégler complètement la température de la Terre? Excusez-moi. Est-ce que tu peux reposer ta question, s'il te plaît, qu'on l'entende bien en prenant ton temps? Vas-y. Bien sûr, excusez-moi. En quoi la fin de certains courants glacials pourrait dérégler complètement la température de la Terre? Là, on parle des courants, tu parles des courants marins, c'est ça, hein? Oui. Voilà. Comment la fin de courant, donc pour l'instant ces courants ils sont toujours en activité, mais si jamais ils devaient un jour s'arrêter à cause de l'activité humaine, en quoi cela pourrait être préjudiciable pour les glaciers? Je résume bien ta question, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Heidi. Super question encore. Disons que vous êtes venu sacrément préparé ce matin. Alors c'est vrai, il y a une circulation océanique, ce grand tapis roulant qui rejoint tous les océans ensemble. Ce tapis roulant, il est vraiment essentiel pour créer le climat qu'on a l'habitude de vivre en France. Ça nous amène notamment des eaux relativement chaudes le long de nos côtes, là où habite Daphné. Et donc on a la chance d'avoir cette circulation océanique et on en bénéficie très largement. Ce qui se passe, c'est que cette circulation océanique, elle n'est pas compliquée. En fait, elle fonctionne. Ces pompes, ces moteurs de cette circulation océanique, ils sont très simples. Il faut qu'il y ait des écarts de température sur Terre, donc notamment qu'il fasse froid dans les pôles, et aussi il faut qu'il y ait des écarts de salinité. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans les pôles, avec la formation de la banquise, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais la banquise, quand elle se forme, elle recrache du sel, ça donne des eaux très salées. Quand on balance du sel dans l'eau, ça rend ces eaux plus denses, elles tombent en profondeur dans les océans. Et donc, ces océans, ils sont très contents. Voilà, cette circulation, elle aime bien que les régions polaires soient froides, elle aime bien qu'il y ait de la banquise qui se forme dans ces régions-là. Et ben aujourd'hui, vous savez très bien, les régions polaires, ce sont les régions qui se réchauffent les plus vite sur Terre, donc les écarts de température sont en train de s'amoindrir. Et vous l'avez vu, on vient de battre un record de diminution de l'étendue de la banquise, pile en ce moment même. Et donc malheureusement, il y a un problème aussi qui se passe avec cette histoire de densité de l'eau. Et par-dessus tout ça, on a en plus des calottes polaires gigantesques, le Groenland au nord, l'Antarctique au sud, qui font une chose très bien en ce moment, c'est qu'elles recrachent des centaines de milliards de tonnes d'eau douce dans ces océans où on a besoin d'avoir de l'eau très salée. Et donc oui, on est en train d'étudier de façon très très précise comment cette circulation océanique est en train de répondre au changement climatique. Pas mal d'articles scientifiques ces derniers temps qui nous montrent qu'on a un ralentissement de cette circulation-là. Et si ça ralentit, chez nous, on pourrait avoir, notamment chez nous et en Europe du Nord, un refroidissement très prononcé. Pour l'instant, on n'est pas du tout en train de parler d'un effondrement de cette circulation océanique, mais plus d'un ralentissement. Très clairement, ce sera extrêmement mauvais pour nous, peut-être très bon pour les glaciers, la banquise, le permafrost, mais très mauvais pour nous, notre agriculture, nos économies. Encore une fois, on sait comment faire pour éviter le pire. Il faut qu'on arrête de cramer autant d'énergie fossile qu'aujourd'hui. Daphné, cela veut dire qu'un jour on pourrait connaître la situation du film Catastrophe, le jour d'après, se retrouver dans une période glaciaire ici, dans le nord de l'Europe?
Oui, merci. Bah oui, c'est un peu c'est l'hypothèse qui avait été utilisée pour créer ce film il y a quelques années, qui finalement s'avère était un film catastrophe science-fiction, et la science-fiction a tendance à devenir un peu réalité en ce moment. Alors, on est loin pour l'instant d'en être au jour d'après à imaginer une période glaciaire aux côtés de l'Europe, mais c'est vrai que l'idée c'est que dans tous ces courants qu'a cité Heidi, et qui sont dont l'intensité dépend de la plongée des eaux froides, notamment en Arctique, il y a le Gulf Stream, donc ce courant chaud qui passe au large de l'Europe, et que donc si le Gulf Stream est moins intense, il va ramener moins de chaleur sur nos côtes et donc refroidir notre climat. Après, le Gulf Stream ne dépend pas uniquement en tant que moteur de cette plongée des eaux froides en Arctique, heureusement. Il a aussi des moteurs qui se trouvent dans le canal de Panama et au niveau donc de l'Amérique centrale, qui vont être sa source première. Donc de la chaleur en surface continuera d'arriver avant que vraiment on en soit à avoir le climat de Montréal en France. Mais si on imagine que le dérèglement ensuite va avoir d'autres conséquences, puisque toute cette circulation thermohaline, tout est lié. Pourquoi pas imaginer, en tout cas, qu'on ait un climat qui rejoigne des climats plus polaires. Bon, mais cela, ça tient à nous, en tout cas, de ne pas le rencontrer, l'avoir un de ces jours, en changeant peut-être nos habitudes. Une autre question au jeune homme là-bas. On va vous apporter le micro. Est-ce que tu peux lever ta main quand tu t'identifies bien, jeune homme? Lève ta main pour qu'on t'apporte le micro. Voilà, c'est lui. Hop, ah ben, c'est moi qui vais l'apporter. Je vais courir, je vais essayer de ne pas me casser la figure. Hop, je tiens le micro, vas-y, pose ta question. Bonjour, je m'appelle Ilyes, je suis à l'Institut Notre-Dame. Tout à l'heure, M. Abou disait que tout le monde devrait agir pour répondre aux problèmes de l'eau dans le monde. Mais je me demandais comment nous, adolescents, pouvons-nous résoudre ces problèmes. Oui, c'est tout. Alors là, excellente question pour Heidi et Daphné. C'est Daphné qui est à l'image. Donc Daphné, nous avons des jeunes qui ont entre 14 et 18 ans, là, qui sont des lycéens. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire pour tenter de préserver notre planète et surtout de préserver notre eau si précieuse? Merci de cette question qui est l'aboutissement aussi de ces rencontres. Eh bien, aujourd'hui, on comprend que tout ce réchauffement est dû encore une fois à toute l'utilisation qui a été faite des ressources fossiles durant le dernier siècle, et donc notamment du dégagement de ces gaz à effet de serre, le CO2, le méthane dans l'atmosphère, qui ont directement réchauffé la planète. Et donc la solution, c'est d'aller dans le sens inverse, même s'il y aura une inertie. Le plus tôt on commence, le plus vite on pourra réguler cette hausse des températures. Et donc ça va être directement décarboner toutes nos habitudes de consommation et de vie, c'est-à-dire utiliser le moins possible d'énergie fossile, rajouter le moins possible de CO2 encore et de méthane dans l'atmosphère. Donc vraiment jouer sur les sources déjà d'une manière rapide avant tout. Donc ça va être voter pour des décideurs qui vont aller dans ce sens-là. Il faut que ce soit de manière le plus globale possible. Ça va être regarder nos actions personnelles au niveau des déplacements, au niveau du type d'énergie qu'on utilise, promouvoir les énergies renouvelables, aller dans le sens de la recherche aussi pour continuer de développer ces énergies qu'on maîtrise pas encore beaucoup. Et puis jouer sur notre consommation, voilà, essayer de peut-être regarder plus souvent, être sensibilisé aux sources, d'où viennent les choses qu'on consomme, essayer de consommer plus local, encore une fois, pour limiter ces émissions. Et puis faire de la recherche aussi sur motiver les puits de CO2, et continuer à toujours avoir cette conscience en tête qu'on veut agir pour décarboner et adapter toute une philosophie de vie autour de ça. Heidi? Oui, je voudrais insister sur un point, et je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Daphné, c'est que c'est vrai, ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau du climat, au niveau de la biodiversité, au niveau politique, peut paraître vraiment compliqué. On est dans une situation où il se passe beaucoup de choses, mais je dis souvent aux jeunes avec lesquels je travaille et que j'accompagne qu'en fait c'est un moment dans l'histoire de l'humanité qui est quand même unique. Je trouve qu'on a une certaine chance finalement d'être né à ce moment-là, où on peut littéralement se lever le matin et se dire moi, par mes petites actions
actions, par mes grandes actions, je peux littéralement participer à la survie d'écosystèmes entiers. Je peux participer à mon territoire, je peux participer à mon collège, à mon lycée. Et ça, c'est extraordinaire parce que rarement, je pense, on a eu la possibilité d'avoir un champ d'action qui est aussi formidable. Mais ce champ d'action, on n'arrivera à faire une différence que si on travaille ensemble. Et donc, c'est pas par plaisir, hein, s'il y a des éco-délégués, s'il y a des éco-ambassadrices et ambassadeurs, c'est parce que c'est très important aujourd'hui, ces sujets-là. Et donc, pour moi, le meilleur outil que vous avez à votre disposition, c'est vos connaissances. C'est pas compliqué, c'est l'éducation. Si on ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui, on risque de prendre des décisions qui n'ont aucun sens pour nos études, pour nos futures carrières, pour là où on veut être dans le monde. Et donc, aujourd'hui, vraiment, apprenez, continuez à vous sensibiliser sur ces sujets-là, parce que sinon, franchement, si vous n'avez pas ce qui se passe en ce moment au niveau du climat et de la biodiversité, vous risquez vraiment de faire les mauvais choix pour l'avenir. Donc, si vous voulez vous donner à vous-même la meilleure chance et à votre famille et à vos amis la meilleure chance pour les années à venir, continuez à vous sensibiliser et continuez à diffuser ces connaissances au plus grand nombre, et vous verrez à quel point les connaissances, ça peut vous mener très très loin, et grâce à ça, vous pouvez vraiment changer le monde. Heidi, je vois tous les professeurs qui sourient en ce moment et qui vous bénissent. Merci. Merci. Une autre Merci question. Merci. Une autre question. Tiens, les jeunes hommes, on va vous donner le micro. Bonjour, je m'appelle Victor de Franklin. Plus fort, Victor. Je m'appelle Victor de Franklin et je voulais savoir à quel point la fonte du permafrost représentait un enjeu sanitaire avec la libération de bactéries préhistoriques parce qu'on entend souvent que ça menace de rapporter des maladies pour lesquelles on n'a pas de défense aujourd'hui. Heidi ? Ouais, Franklin, Franklin, excuse-moi. Victor, super question, comme la question d'Ilias juste avant. Le permafrost, c'est super important. Moi, là où j'habite, on a du permafrost tout autour de nous, jusqu'à des centaines de mètres de profondeur. C'est un sujet qui est très étudié, alors pour 3 raisons, et tu en as cité une, qui est le permafrost est rempli de matière organique. On a tous cette idée des mammouths là, qui ressortent du permafrost en ce moment. C'est très clair que plus ce permafrost il dégèle, plus tout ce qui est à l'intérieur, c'est comme si tu sortais ta pizza du congélateur et tu laissais ta pizza sur la table de la cuisine pendant des semaines ou pendant des mois. Elle va ressembler à quoi ta pizza au bout de quelques jours? Tu vas voir qu'elle est en train de se faire grignoter par des microbes, par des bactéries, elle donne plus vraiment faim. C'est la même chose pour le permafrost, quand il dégèle, oui, il y a des microbes, des bactéries qui risquent de sortir de ça. Alors, il faut faire très attention, c'est pas tout de suite l'invasion des zombies, le dégel du permafrost. En fait, il faut bien comprendre que ces virus, ces bactéries, ils ont été adaptés à la faune et à la flore de l'époque, donc il y a plusieurs dizaines de millions d'années, voire centaines de milliers d'années. Donc ils ne sont pas tout à fait adaptés à l'être humain tel qu'il est aujourd'hui, mais on a quand même un exemple de la bactérie de l'anthrax qui est sortie en Sibérie. Alors c'est vraiment sur une toute petite échelle, mais il y a eu une faune et il y a eu quelques humains qui ont été contaminés par ça, donc on surveille ça de très près. Les 2 autres raisons pour lesquelles le permafrost est important, et nous c'est ce qui nous fait, je pense, le plus flipper, c'est déjà de comprendre que 66% des infrastructures de l'Arctique, dont mon bâtiment, sont construites sur du permafrost. C'est pas que des bâtiments choupinous et des villages inuits, c'est aussi des pipelines, c'est aussi des infrastructures qui peuvent être extrêmement polluantes, et lorsque le permafrost dégèle, ces infrastructures se mettent à bouger et ça peut créer non seulement des déplacements de population mais aussi des pollutions très importantes. Et enfin, le sujet number 1, pourquoi le permafrost c'est important? C'est parce que le permafrost, quand il dégèle, ça nous aide pas beaucoup, il émet des gaz à effet de serre, donc du CO2 ou du méthane, suivant les conditions dans lesquelles il se trouve. Et aujourd'hui, pour vous donner une petite idée, le permafrost, il émet autant de gaz à effet de serre qu'un pays comme le Japon. Alors moi, ça me dit pas grand-chose, le Japon, mais c'est le 7e plus grand émetteur de gaz à effet de serre sur Terre. Et si on continue à augmenter le thermostat, le permafrost, il va pouvoir émettre, par exemple, si on atteint les 3 degrés de température, on pense que le permafrost risque d'émettre autant de gaz à effet de serre que les États-Unis, vous vous rendez compte. Donc c'est comme si on rajoutait les États-Unis sur Terre. Et donc aujourd'hui, la meilleure solution, encore une fois, on le répète en long, en large et en travers, mais c'est de faire en sorte que ce permafrost ne continue pas à dégeler aussi vite. Et donc, encore une fois, il faut regarder notre utilisation des énergies fossiles. Daphné, après le tableau terrifiant que vient de brosser Heidi, qu'est-ce que vous pouvez rajouter?
Oui, au niveau du permafrost, je pense qu'elle a tout dit. Il ne faut pas oublier que on le trouve partout en Arctique, on le trouve aussi en haut des Alpes, sous tous les glaciers. Donc ça peut inquiéter au niveau émissions, au niveau risque naturel de glissement de terrain, etc. Après, donc voilà, c'est sûr qu'on a dressé un tableau qui est inquiétant de l'état de la cryosphère aujourd'hui, de son évolution. Là, c'est pareil, je suis au Groenland, c'est un des pays qui perd le plus de masse de glace tous les jours. Mais encore une fois, gardez aussi en tête que ce sont des systèmes qui, en tout cas, quand on passe pas des points de non-retour et qu'on a justement le but aujourd'hui, c'est de passer le moins possible de ces tipping points dont on parle, à des niveaux de changement qui font que c'est plus difficile de revenir en arrière. Et bien, plus vite on agit, plus vite on freine le phénomène pour ne pas passer ces points, et plus on a de chances ensuite, de retrouver une stabilisation de notre climat si on va tous dans ce sens et qu'on collabore, et comme tu dis, qu'on a les bonnes connaissances en tête et donc les bonnes actions à venir. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'espoir est tout à fait là encore. Et que nos glaciers, c'est quelque chose à la fois important pour l'environnement, c'est aussi un vrai patrimoine précieux, donc naturel, mais aussi culturel. Il y a aussi, faut pas oublier qu'il y a plein de peuples pour qui les glaciers font partie de la culture, de la tradition, de la spiritualité, et pour qui la disparition des glaces va aussi avoir un impact personnel, philosophique, j'ai envie de dire, sur des inquiétudes liées aux croyances. Et c'est un bien aussi esthétique. Donc on a tous des raisons de se battre pour maintenir notre cryosphère en santé pour longtemps encore. On va marquer juste une petite pause. Je vais demander à la régie, est-ce qu'il est possible à la régie d'avoir nos deux intervenantes à l'image? Est-ce qu'on peut avoir les deux à l'image derrière? Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Alors ce qu'on va faire, c'est que là c'est juste une petite pause qu'on va faire, c'est pour le souvenir. Je demande à Elisabeth et à Abou de venir ici. Levez-vous, on va faire une petite photo avec tout d'abord Daphné qui est là derrière. Voilà. Est-ce qu'on va... Mettez-vous là, ici. Voilà. Voilà. On va faire une petite photo. C'est pour le souvenir. Regardez. Là. Voilà. Et pendant ce temps, je vous demande d'applaudir très fort Daphné. Et on peut mettre Heidi maintenant. Ah, les réseaux sociaux, c'est pour notre communication. Est-ce qu'on peut avoir derrière en fond? Voilà, super. On va faire une photo avec Heidi qui est oh là, très loin, très loin. Osvalbard. Et je vous demande d'applaudir très très fort. Waouh, merci. Merci tout le monde, à bientôt. Belle journée. Super. Au revoir à tous, merci beaucoup. Merci. Ah, Elisabeth. Oui, je vois qu'il lève la main. Encore une question à poser, mais peut-être une question à Elisabeth, parce que maintenant on va passer à Elisabeth. Elles sont parties, nos deux intervenantes qui étaient au Groenland. Mais il y a une question à poser à Elisabeth, à Daphné, jeune homme. Heidi. À qui? Heidi. Elle est partie. Elle est partie. Je suis désolé. Alors, sachez une chose qui est très importante. Une chose qui est très importante, c'est que l'équipe des campus UNESCO fait un travail formidable. L'équipe des campus UNESCO, c'est en lien avec vos professeurs, avec vos établissements, et vous aurez tout le loisir de pouvoir travailler ensuite avec eux, avec les différentes ressources qu'on va vous confier. Donc, Elisabeth. Bonjour. Thieblemont, vous travaillez au Conseil en stratégie et en prospective à l'eau de Paris. Vous avez notamment fondé les ateliers des métamorphoses, un think tank consacré à la transformation de l'eau, des villes et des territoires. Depuis tout à l'heure, nous parlons de cette ressource qui est très précieuse. Alors moi, je me suis levé ce matin, j'ai fait comme tout le monde, j'ai pris une douche, j'ai ouvert mon robinet, l'eau coule, elle est gratuite, je ne me pose pas la question. Et en quoi cette eau, et plus que l'eau, l'assainissement de l'eau est essentiel, Elisabeth? Bonjour, et moi aussi je suis sacrément impressionnée par le nombre de jeunes qu'il y a dans la salle, donc merci pour cette invitation, parce qu'on reviendra à ce que tu as dit tout à l'heure à bout, mais fondamentalement la question de la connaissance est essentielle. Alors pour revenir sur la question de Sylvain Henry, elle est essentielle, pourquoi? Parce que votre eau,
c'est ce que je bois à l'instant, là, depuis tout à l'heure. D'ailleurs, je ne vois pas beaucoup de gens qui boivent de l'eau, mais c'est essentiel pour votre quotidien, mais c'est essentiel pour l'économie et pour le développement de tout pays. Alors, j'ai mis quelques chiffres parce que tout à l'heure on a parlé du monde, mais très rapidement, ce qui est intéressant là, c'est de passer du monde, du fonctionnement de l'écosystème et du monde à Paris, hein, parce qu'on est tous à Paris, et qu'on verra que les problématiques qu'on rencontre dans le monde, on en rencontre aussi en Île-de-France, en France et à Paris. Et donc, c'est essentiel. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise de la Covid ? Qu'est-ce que vous avez fait tous les jours ? Vous êtes lavé les mains tous les jours. Quelqu'un a-t-il parlé de l'eau comme service essentiel pendant cette période-là? On a applaudi les infirmiers. Je ne dis pas que c'est pas bien d'applaudir les infirmiers, hein, c'est pas ça du tout. Mais l'eau, finalement, c'était tellement invisibilisé, c'est tellement évident, vous n'êtes même pas aperçu que c'était un élément essentiel, fondamental dans votre quotidien pour survivre à cette crise sanitaire. L'eau est un enjeu d'hygiène et de survie. Et donc cette eau est essentielle, elle est essentielle pour votre survie tout simplement. Et quand on voit que dans le monde, vous avez encore, les derniers chiffres, c'est ça, il y a des progrès hein, quand même, qui se font énormément sur l'accès à l'eau et à l'assainissement. Vous savez ce que c'est la différence entre l'eau potable et l'assainissement? On n'a pas besoin de revenir là-dessus. Parce que si, peut-être, rapidement. Donc l'eau potable, c'est celle que vous buvez, d'accord? Elle est prise dans le système, c'est de l'eau brute, elle est traitée, et après elle est traitée pour qu'elle soit bue par vous ou utilisée au quotidien. Et une fois qu'elle est utilisée, c'est de l'eau polluée, salie. Donc on va la traiter pour qu'elle revienne dans le milieu naturel, parce qu'elle revient dans le milieu naturel, déchargée d'un certain nombre de pollutions et de polluants, de bactéries, et après le milieu naturel continue sa fonction d'épuration. Donc ça, c'est essentiel à voir. Donc, dans les pays développés, dans les pays qui ont développé en tout cas toute une science et une connaissance et un savoir sur le traitement de l'eau, on traite l'eau pour la boire, on traite l'eau après son usage pour qu'elle revienne dans le milieu de l'assainissement. Et ça, il y a très peu. Dans le monde, il y a encore des pays, vous avez 700 millions de populations qui n'ont pas accès à l'eau potable et 1,2 milliard, je crois, aujourd'hui, maintenant, qui n'ont pas accès à l'assainissement. Donc ça, et en 2050, on sera, je crois, qu'à 5 milliards, hein, c'est ça, d'après l'OMS, de populations qui n'auront pas accès à ces biens essentiels. Mais l'eau, c'est aussi... Vous ne le voyez pas, vos vêtements, ce qu'on appelle l'eau virtuelle, celle qui est dans l'économie qui est utilisée pour produire vos vêtements, produire vos chaussures, produire vos téléphones. Voilà, les téléphones. Les téléphones portables, c'est de l'eau. Tout ça, c'est de l'eau. L'énergie, c'est de l'eau. Et donc, dans les écosystèmes, dans les systèmes d'aujourd'hui de développement économique, il vous faut de l'eau partout. Et donc, c'est un enjeu majeur pour l'hygiène, pour la survie, pour l'économie, pour le développement en fait des populations. Et donc derrière tout ça, il y en a qui n'ont pas accès à l'eau. Et il n'y a pas que dans les pays lointains, en France, de plus en plus, pour des raisons économiques, vous avez des populations qui n'ont plus accès à l'eau en bien commun, évident, tous les jours, y compris à Paris. On croit que c'est l'eau dans la rue. Non, les gens qui sont dans la rue. Il n'y a pas que les gens qui sont dans la rue. Il y a une étude scientifique qui montre qu'environ, dans les capitales européennes, vous avez environ 10% de la population, 10% de la population dans les capitales européennes qui sont en stress qu'on appelle énergétique et en stress qu'on appelle hydrique. Hydrique, c'est un manque d'eau. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas assez de revenus pour payer leurs factures, mais surtout parce qu'elles n'ont pas assez de revenus pour payer les réparations dans les salles de bain. Et donc on voit émerger en France, ça c'est assez étonnant, à Paris essentiellement, du retour aux bains-douches. Qui connaît les bains-douches? Qui sait ce que c'est que des bains-douches? Ah, on a 1, 2, 3,
quatre mains. En Voilà. fait, c'est pas de cette époque-là, Elisabeth. Hein. Moi, j'ai le souvenir, avec mon grand âge, effectivement, c'était l'endroit où la plupart des ouvriers allaient à la fin de la journée pour se nettoyer. Voilà. Absolument. Mais aujourd'hui, c'est surtout les SDF qui le fréquentent, non? Non, mais pas du tout, justement. Ah bon? Et c'est ça l'erreur, c'est de penser que... Alors, il y en a... C'est pas que des SDF d'ailleurs qui sont dans la rue, hein. C'est des populations qui travaillent et qui n'ont plus le moyen de payer le logement. Économiquement. Absolument. Et ça, moi, je voudrais vraiment distinguer les deux. Et aujourd'hui, vous avez, à Paris, il y a 16 bains-douches ouverts. 16 bains-douches ouverts. À Marseille, vous en avez plein qui s'ouvrent. À Nantes, à Grand-Lyon, à La Rochelle, vous avez des zones, des endroits où on peut proposer des douches à des populations qui sont en précarité sanitaire, ce qu'on appelle la nouvelle pauvreté sanitaire. Eh ben, c'est fait pour qui? C'est fait pour des populations qui n'ont pas les moyens de payer leur eau, qui n'ont pas forcément les moyens de payer leur réparation, comme je viens de dire, et puis des populations qui sont dans la rue. Donc sachez que c'est essentiellement un sujet qui n'est pas fondamentalement que à l'étranger, mais qui est aussi à Paris. Donc nous, ce qu'on développe à Paris, alors, il y a plein de choses que je voudrais vous dire sur Paris. Rapidement, parce qu'après je voulais qu'on distribue la parole. Voilà, c'est que l'eau, il y en a partout dans Paris. Vous pouvez accéder à l'eau, vous êtes en balade, vous avez des difficultés. Il y a des fontaines partout, on a 1500 fontaines dans Paris. Donc il y a une carte sur Eau de Paris qui vous montre l'accès à l'eau. Vous avez les fameuses fontaines Wallace, je ne sais pas si vous les avez vues tout à l'heure. Et puis surtout, on a développé quelque chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que, voilà, vous pouvez passer à l'autre slide, je vous ai mis un peu un exemple, voilà, de l'opération. Ici, je choisis l'eau de Paris, c'est-à-dire que vous avez n'importe quelle, une bouteille ou je préférerais que ça soit une gourde, et vous voyez ce fanion-là, je choisis l'eau de Paris, vous pouvez aller chez le commerçant qui a ce visuel-là, et vous pouvez aller remplir votre eau gratuitement quand vous vous baladez. Donc, pas besoin d'acheter de l'eau en bouteille. L'eau en bouteille, c'est 300 fois plus cher que l'eau du robinet. D'accord ? 300 fois plus cher que l'eau du robinet. Et en plus, ça pollue. Tout à l'heure, Heidi nous a dit, avec Daphné, nous ont dit d'éviter en fait d'émettre des CO2. Utilisez plutôt vos gourdes que de l'eau en bouteille. Qui c'est qui a des gourdes d'ailleurs ici ? Qui a des gourdes ? Moi, c'est pas encore assez suffisant. Hein. Ah ouais, c'est pas encore suffisant. Bon, alors il a une question à poser. C'est vous, Elisabeth, qui allez hériter de cette question. Jeune homme. Oh non, sur les glaciers, je pourrais pas. Bonjour, je m'appelle Zachary du collège Janson de Sailly. Alors, avec le changement climatique, comment on peut garantir un accès durable à l'eau potable pour les prochaines générations ? Ah, c'est une très bonne question, et tout à l'heure, vous avez parlé des enjeux de partage de l'eau. Nous aussi, à Paris, en tout cas, moi je ne peux parler que de ce que je connais à Paris et en France, pas dans le monde, et ça c'est un bout de pourra prendre la parole si tu veux aussi sur cette question-là. L'enjeu de partage qui a été dit tout à l'heure, on vous a parlé de la diplomatie autour de l'eau. Il y a un métier, hein, qui naît, qui se développe de plus en plus, qui s'appelle l'hydrodiplomatie. Si ça vous intéresse, regardez, parce qu'il y a des cours maintenant d'hydrodiplomatie. Et ben, l'hydrodiplomatie, si on l'applique au cas de la France, ça va être de repenser la coopération, la solidarité des territoires, entre des territoires qui ont beaucoup d'eau et des territoires qui ont moins d'eau. Je vais vous donner l'exemple, donc c'est un enjeu de partage. Un enjeu de partage, la condition d'accès, c'est l'enjeu de partage, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse organiser. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a posé la question sur les inégalités d'un territoire qui est plus fourni et un autre qui est moins fourni. Ben c'est ça, c'est comment finalement on crée des conditions de coopération entre des territoires liées à l'eau. Et puis après, il y a plein de mesures d'économie à faire, on pourra en revenir. Je voulais vous montrer juste Paris parce que c'est intéressant de savoir où vous êtes. Paris, vous voyez, c'est cette petite zone bleu marine. À Paris, vous avez la Seine. Et la Seine, c'est seulement 25% de l'eau que vous buvez à Paris. Le reste, ça vient
de la Marne, de l'eau de fleuve ou d'eau souterraine qu'on va capter jusqu'à 150 km de Paris. 150 km de Paris depuis le 19e siècle. Et ça, c'est acheminé par des aqueducs. C'est fascinant. Intéressez-vous à l'eau. Intéressez-vous à l'eau. C'est assez fascinant. Et donc, c'est acheminé à Paris. Mais la question de comment on garantit l'accès à l'eau, du coup, c'est pas notre eau, elle ne nous appartient pas, et on va la capter sur des territoires éminemment agricoles. Vous avez tous entendu parler de la problématique de l'accès à l'eau pour les agriculteurs. Ils ont besoin d'eau, il faut qu'ils fassent des économies, il faut qu'ils repensent autrement les modèles de production, mais ils ont besoin d'eau. Et donc, si vous n'avez pas d'eau en tant que capital, et que les agriculteurs vous empêchent d'en avoir, qu'est-ce qu'ils font ? Hydrodiplomatie locale. Il faut négocier, rentrer en partenariat, en partage, négocier autour de l'accès à l'eau. Ce n'est pas un acquis. C'est un objet de négociation en permanence. Et vous, rapportez à vous, c'est chaque jour, il faut repenser ces modes de consommation. Tout à l'heure, Heidi et Daphné l'ont dit, on l'a dit aussi pour l'international. Au quotidien, il faut repenser ces façons de consommer l'eau. Tout à l'heure, on a parlé des comportements pour le CO2. Eh bien, vos comportements sont aussi à modifier pour l'accès à l'eau. Et c'est ce qu'on s'est fait avec des jeunes aussi à Paris. Une autre question pour Elisabeth. On va donner le micro ici. Allons-y. Allons-y. Bonjour, je m'appelle Nordine au Collège Notre-Dame de France à Malakoff et je voulais savoir, est-ce que cette eau gratuite a-t-elle un impact économiquement ? Tu vas reposer ta question en prenant ton temps. D'accord. Voilà. Est-ce que cette eau gratuite à Paris, est-ce qu'elle a un impact économiquement ? Est-ce que cette eau gratuite a un impact économique ? Alors, merci. L'eau n'est jamais gratuite. Ça, je voudrais que vous entendiez ce message-là. L'eau n'est pas gratuite. Il y a un service public. Qu'est-ce que je vous ai dit à l'instant ? C'est que l'eau, elle est traitée. Quand vous la buvez, ce n'est pas de l'eau brute. L'eau brute n'est jamais potable parce que le monde est pollué, que la terre est polluée. Et donc, désormais, il faut traiter l'eau. Et donc, pour traiter l'eau, ce sont des services publics qui investissent dans le domaine et qui gèrent au quotidien votre eau. Et donc, l'eau ne peut pas être gratuite. Quand elle est dans la rue, il y a quelqu'un qui paye pour celui qui va la consommer dans la rue. C'est de l'action de solidarité. Mais il y a toujours quelqu'un qui paye derrière. Alors, en France, on a un principe, là aussi, retenez ce principe, l'eau paye l'eau. Ça veut dire que celui qui consomme l'eau va payer l'eau. Ça ne passe pas par un impôt, ça passe par une facturation. En revanche, quand vous mettez de l'eau en accès libre, je préférerais dire accès libre que gratuit, dans la rue, ben vous avez des opérateurs comme Haute-Paris ou des collectivités comme la ville de Paris qui va payer au titre de la solidarité et d'un accès à l'eau libre. Donc oui, ça a un impact pour ceux qui ont des difficultés, bien sûr, parce qu'ils peuvent accéder à une eau pour eux. Pour eux, elle est gratuite. Pour la communauté, elle n'est pas gratuite. Une question, là-bas. Hop. Vas-y, jeune fille. Je t'en prie. Donc, Isor, du lycée Franklin. Vous avez parlé de l'hydrodiplomatie. Nous sommes tous jeunes et à l'aube de faire nos choix d'avenir. Quel métier pourrait être utile pour trouver et appliquer ces solutions à l'eau ? Alors justement, je trouve ça très très intéressant et que ce soit en plus une jeune fille qui pose la question parce que fondamentalement c'est des métiers très techniques aujourd'hui, l'eau, très masculin, très technique et on a des vrais enjeux de féminisation des métiers. Les métiers qui sont aujourd'hui, on vous a parlé d'assainissement, de potabilité, c'est des métiers d'ingénieurs, des techniciens, ce sont des constructions d'usines, c'est un monde de la technique et de l'ingénierie. Voilà. En revanche, il va y avoir sur les enjeux de partage de l'eau, on va avoir besoin de profils de médiation
de populations qui se remettent à écouter les besoins des opérateurs, des intervenants. La gouvernance de l'eau, c'est hyper complexe, mais c'est de la technique et c'est de la technocratie. Aujourd'hui, on s'aperçoit que travailler l'eau, c'est comprendre à quel besoin local ça correspond. Et donc on a besoin de sociologues, on a besoin de gens qui écoutent, on a besoin de médiateurs, on a besoin de médiateurs sociaux. Et donc c'est plein de métiers qui vont se développer. Je ne dis pas qu'ils sont encore là, ils vont arriver et c'est demain leur jeu. Et ça sera des métiers qui vont permettre en fait de féminiser un peu ces métiers-là. Mais c'est en venir, je ne dis pas que ça existe encore beaucoup, c'est en devenir et c'est un enjeu, alors prospective pour ceux qui savent, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est en tout cas penser le futur, en tout cas c'est des métiers futurs. Et l'hydrodiplomatie, si vous aimez les relations internationales, c'est très intéressant, mais même sur nos territoires, on va en avoir besoin. Vous avez des tas de questions à poser, mais nous arrivons malheureusement à la fin de ce campus. Mais avant d'arriver à la fin de ce campus, je voudrais vous raconter moi une histoire que je trouve saisissante. Parce que là, jeune fille, vous parlez d'engagement et c'est d'engagement dont nous devons parler. Cet engagement, c'est un jeune homme qui, en décembre 2019, a reçu ses cadeaux de Noël. Et parmi ses cadeaux de Noël, il y avait notamment un aimant, une corde, une paire de gants et un grappin. Et il va fabriquer une sorte de canne à pêche un peu particulière. Parce qu'avec cette canne à pêche un peu particulière, eh bien, il va se mettre à pêcher, notamment du côté de la Charente-Maritime, dans le port de Marennes, des tas d'objets qui souillent l'eau. Il va notamment ramener un caddie, une barre de fer et un enjoliver. Pourquoi ? Parce qu'il a construit en fait un aimant pour pêcher, récupérer ce qui souille nos eaux. Et dans la foulée de ce cadeau de Noël, de cette invention, sa propre invention, eh bien, il a décidé de dépolluer la Seine et les canaux parisiens. Et sans relâche depuis 4 ans, il a fait ça, même 5 ans maintenant, jusqu'à recevoir la médaille de la ville de Paris. Depuis, ce jeune homme, qu'on appelle Rave-sur-Seine, fait aussi partie d'UNESCO Green Citizen, une initiative qui fait le lien entre l'expertise scientifique de l'UNESCO, les soutiens, les solutions locales citoyennes et la volonté des jeunes d'agir contre le dérèglement climatique. Et ce que je vous proposais maintenant, eh bien, c'est de regarder une vidéo de l'action de ce jeune homme. Bonjour Raph. Bonjour. Tu fais quoi ici? Là je pêche à l'aimant, du coup dans la Seine au pied de la Tour Eiffel. Et je viens juste de sortir un petit bout de ferraille. Ah non, là c'est gros et en plus il est accroché au bout de l'aimant. Ça je peux dire que c'est lourd ça. Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 14 ans, je pratique la pêche à l'aimant depuis environ 4 ans et demi. J'habite à Paris et je suis collégien. La pêche à l'aimant, c'est une pratique qui consiste à jeter un aimant assez puissant accroché à une corde, à jeter dans un plan d'eau et à tirer tout ce qu'on peut trouver au fond de l'eau. Quand est-ce que tu as démarré ce projet? J'ai commencé la pêche à l'aimant en 2019 pour Noël. J'ai demandé un aimant et un grappin et une paire de gants. Et dès que je les ai reçus, j'ai commencé direct après. Voilà. Que penses-tu de la Seine? Malheureusement, on a la chance d'avoir un fleuve qui passe au milieu de Paris et qui est magnifique. Mais que ça soit sur l'eau ou sous l'eau, elle est super sale. Ça va être beaucoup de morceaux en ferraille comme ça, on n'a un peu aucune idée de ce que c'est. Plein de petits clous, plein de petits... Voilà, je ne saurais pas trop expliquer ce que c'est. Il y a beaucoup de monde qui s'arrête, non Raph? Ouais, je pense que sans les gens qui s'arrêteraient, on n'aurait jamais remonté tout ce qui est moto et tout, parce que pour les motos, on était une quinzaine. Mais une fois qu'on a mis la sangle, on a 15 cordes, il y a tout le monde qui tire dessus. On est sûr de l'avoir. On peut juste croire en soi, croire en ses projets, en ses idées, ne pas se fier au regard des autres ou quoi que ce soit. Franchement, il faut foncer et ça passe ou ça casse. Superbe. Attendez, parce que là, vous l'applaudissez. En fait, il est là, Rave-sur-Seine. Je t'en prie, lève-toi. C'est lui que je vous demandais d'applaudir très très fort. En fait,
Pourquoi je suis à côté de lui? Parce qu'il est très timide, qu'il n'a pas osé monter sur scène, mais je voudrais quand même qu'il ait sa petite minute de gloire parce que le travail qu'il fait est juste incroyable. Donc je vous demande de l'applaudir, mais un tonnerre d'applaudissements. Pour Raph, accompagné de son père que vous avez vu dans la vidéo, qui va se lever aussi, et je vous demande de les applaudir très très fort. Et je respecte ma parole parce que comme il est très timide, il ne voulait pas monter sur scène, il ne voulait pas prendre la parole, mais il était important qu'on puisse le célébrer. Cette action, elle est capitale. Et à travers l'exemple et l'engagement de Raphaël, n'est-ce pas, c'est l'invitation qu'on vous fait. C'est-à-dire qu'à chacun de vous engager et de faire une petite action ou une très grande action comme Raph pour tenter de sauver notre planète et de préserver l'eau, c'est capital, c'est vraiment capital. Nous arrivons à la fin de ce campus, mais l'action continue. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu vraiment des échanges qui étaient très intéressants, passionnants et inspirants. Je sais, ils étaient très courts, mais libre à vous maintenant de les poursuivre. Les équipes des campus UNESCO tiennent à votre disposition, surtout à la disposition de vos professeurs, des ressources. Ils vont les mettre à votre disposition, donc vous pouvez utiliser ces ressources. Ensuite, là, vous êtes un certain nombre d'établissements. Échangez entre vous, collaborez entre vous, parlez entre vous et surtout n'hésitez pas à inviter nos spécialistes qui sont là. Ce sera un peu difficile pour Heidi et Daphné qui sont au bout du monde, mais en tout cas Elisabeth et Abou pourraient se rendre dans vos établissements et surtout moi ce que je vous conseille de faire, invitez Raph parce qu'il est inquiet, il ne veut pas monter sur scène, mais je crois que c'est avec un grand plaisir qu'il ira dans votre établissement pour vous parler de son engagement. Je tiens à remercier tout particulièrement la Fondation NJ qui s'est engagée et qui est engagée auprès de nous depuis la création des campus UNESCO, depuis 2014, pour l'aide qu'elle nous apporte. Merci à Séverine et à Philippe qui font un travail extraordinaire au sein de la Fondation NJ et je vous demande de les applaudir. Et aussi, je ne vais pas bouder mon plaisir, je tiens à remercier Salwa et Zeynep qui ont couru dans tous les sens pour distribuer les micros. Et je vais vous demander aussi, et là, je vais vous demander aussi un tonnerre d'applaudissements, de réserver vos applaudissements là, et c'est un tonnerre, pour Martina, Sarah, qui sont là, et Fabienne, s'il vous plaît, parce que si aujourd'hui vous êtes ici, c'est grâce à leur travail. Merci à vous, merci Elisabeth, merci à vous tous. Surtout, une chose très importante, prenez soin de vous.